Mesdames, Messieurs, bonne journée. Aujourd'hui, nous en sommes rendus à la 14e et dernière émission sur la revalorisation des résidus miniers amiantés. Et pour bien terminer toute cette série-là, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le directeur général de l'Observatoire national de l'amiante, l'ONA, Louis Laferrière. Bonjour, Louis. Bonjour, Pierre. L'Observatoire national de l'amiante. Qu'est-ce que ça fait, cette bébite-là? C'est la grande question, on dirait, qui vient avec l'Observatoire. En fait, ça observe. Exactement. Pour mettre la table, on va commencer avec ça. L'Observatoire, c'est vrai, on observe, on a vraiment un rôle d'observation. Mais ultimement, ce qu'on veut faire, c'est vraiment consolider, mais développer aussi toute la connaissance qui entoure l'impact à la santé et à l'environnement au niveau des communautés en lien avec le développement, qui sont liés à la mobilisation puis la valorisation des résidus miniers amiantés. Fait que c'est un rôle d'observation, de consolidation, mais surtout de consolider l'ensemble des connaissances qu'on connaît de ce dossier-là en vue de le diffuser puis de le rendre accessible aussi à l'ensemble des intervenants du milieu. L'Observatoire, est-ce que c'est un organisme paragouvernemental ou vous êtes indépendant? Bien, en fait, on a une certaine indépendance, mais ultimement, on est vraiment, dans le fond, une entité qui est liée au Cégep de Thetford. On est, il faut le dire, c'est quand même un modèle qui est nouveau. Au niveau du Québec, on est le seul observatoire scientifique, à vocation quand même scientifique, qui est lié à un collège, au Cégep de Thetford. Le modèle plus traditionnel au Québec, c'est vraiment des observatoires scientifiques qui sont beaucoup liés au milieu universitaire. Fait que c'est un peu aussi une innovation de ce côté-là, d'avoir un observatoire comme ça, mais qui est en milieu collégial avec le Cégep de Thetford. Là. Bon. Et l'Observatoire national de l'amiante existe, ça fait pas longtemps. Là. Non, c'est très récent au niveau de la création quand même. Fait qu'il y a eu l'annonce officielle de la création de l'Observatoire, date de juin 2022. Mais on peut vraiment parler d'une mise en action avec justement les différents intervenants au niveau du Cégep de Thetford et l'embauche de la première directrice générale qui était Annie Rochette en décembre 2022 pour vraiment après ça plus une mise en activité depuis début 2023 qu'on est vraiment plus tombé dans la mise en place puis toute la structuration du modèle de l'Observatoire parce qu'on est vraiment commencé à partir d'une page blanche de zéro. Vu que c'est le premier observatoire comme ça au milieu collégial, il a vraiment fallu réfléchir l'ensemble du modèle puis de la structure aussi à mettre en place et de l'ensemble des arrimages aussi avec les différents intervenants. C'est pas la même. L'observatoire, c'est pas tout à fait la même chose que les centres de recherche parce que il y en a deux qui dépendent du Cégep. Hein? Exact. Il y a celui de la plasturgie. Oui, avec Coalia, dans le fond, plasturgie, minéralurgie. Oui. Et il y a celui... Chemitec, là, je cherche les noms parce qu'ils ont changé le nom. Exactement. Celui de David. Exactement. Fait que c'est ça, Chemitec, lui, qui est vraiment plus au niveau tout ce qui est chimie verte. Oui. Mais ces deux centres de recherche-là, c'est vraiment des CCTT, des centres collégiales de transfert technologique. Fait qu'ils ont une vocation qui est très ciblée au niveau de la recherche. Par contre, l'Observatoire, on n'est pas une entité de recherche. On est vraiment un observatoire qu'on est vraiment là, pas pour piloter directement des projets de recherche, mais pour mobiliser surtout aussi la communauté de chercheurs pour qu'eux s'intéressent aux sujets qui sont liés à la mobilisation, la valorisation des résidus miniers amiantés. Mais nous, on va les supporter. Puis on a aussi principalement un rôle de diffusion. Si on prend le modèle, exemple, des CCTT, comme ça, c'est beaucoup une relation de recherche qui est en lien avec le milieu, avec un client, avec une entreprise, qui vont développer des solutions, mais qui vont souvent appartenir à l'entreprise directement. Tandis que nous, dans notre mission, ce qui est développé autant avec les recherches qu'on va supporter que l'information qu'on va rassembler, ça demeure de l'information publique dans un but de diffusion et de partage aussi avec les différents intervenants. OK. Est-ce que, justement, la création de l'Observatoire national de l'amiante, est-ce qu'on peut dire que c'est issu des audiences qu'on avait eues au BAP, c'est quoi, en 2022? Ça a commencé en 2019, en fait, l'annonce du BAP, mais le rapport a été déposé en 2021, de mémoire, là, sans vouloir me tromper, mais de mémoire, c'est 2021. Puis après ça, 2022, c'est là qu'il y a eu l'annonce avec le plan d'action qui découle des recommandations du BAP. OK, ça découle du BAP. Exact. Puis nous, au niveau de l'Observatoire, bien,
il y a eu le BAP, il y a eu des recommandations, il y a eu des audiences. L'idée d'avoir un observatoire ou un institut comme ça de recherche, l'idée derrière ça, c'est que les différentes parties prenantes qui étaient impliquées voulaient vraiment avoir accès à des données, à de l'information en lien avec la valorisation ou l'impact de la présence d'amiante ou des résidus, mais qui est scientifiquement neutre, qui n'est pas lié à des mandats qui proviennent soit d'un ministère, d'une entreprise, qui peut être contesté sur sa validité. Fait que c'est là qu'il y a eu plusieurs revendications d'avoir une entité qui va être en mesure de produire et de partager de l'information qui est basée sur la connaissance scientifique, mais qui va demeurer neutre aussi dans l'ensemble de ces enjeux-là. Puis c'est une recommandation qui a été quand même reprise au final dans la liste des différentes recommandations du BAP, qui a amené après ça, qui a été intégré dans le plan d'action, qui est porté par le ministère de l'Environnement. OK. Fait une des mesures de ce plan d'action-là était la création de l'Observatoire national de l'amiante, ce qui est fait. Vous êtes combien qui travaillez à l'ONA? Oui, bien, on est une petite équipe. C'est un peu la beauté de la chose aussi. Ça fait une belle flexibilité, mais au final, on est environ, tu sais, je dirais, il y a une structure qui est particulière dans le sens qu'on a des employés. On est, je dirais, 3 employés, qu'on est plus là à temps plein. Fait que, tu sais, il y a moi, il y a un conseiller en recherche chargé de projet. Sinon, après ça, on a des employés de soutien qui sont drôlement importants, dont une technicienne en documentation pour tout ce qui est consolidation, aller se procurer les articles scientifiques sur lesquels on se base. Fait que c'est beaucoup ça, à monter une bibliothèque virtuelle pour qu'on ait vraiment accès aussi à l'ensemble des connaissances. Il y a des ressources aussi, tant au niveau du support administratif, mais aussi au niveau des communications. Parce que l'aspect de tout ce qui est diffusion, partage des connaissances aussi, puis pour les rendre accessibles, ça demeure un enjeu qui est prioritaire. Parce que c'est beau de posséder la connaissance, mais si personne est en mesure soit d'y avoir accès ou de la comprendre, cette connaissance-là, bien, on n'atteint pas nos objectifs. Parce qu'un article scientifique, ça s'adresse d'abord et avant tout à un auditoire scientifique. Mais nous, le travail qu'on fait d'un point de vue de partage puis diffusion de la connaissance, c'est beaucoup de prendre cette connaissance scientifique-là, mais de la démocratiser aussi. Donc, de la synthétiser, de la vulgariser pour que ça soit compris aussi par un maximum d'intervenants et différentes populations aussi qui sont concernées puis interpellées par les sujets. Puis sinon, on a une belle collaboration en étant intégrés au niveau du collège. On a la possibilité aussi d'avoir des enseignants-chercheurs. Donc, des enseignants du cégep qui ont des libérations de tâches, qui viennent participer à des projets de recherche au niveau de l'observatoire. Comme là, on a Francis qui est en technologie minérale, qui travaille avec nous, qui collabore à des projets, ou Maxime Wolfe qui est plus en sciences sociales au niveau de tout ce qui est sociologie aussi, qui travaille avec nous autres dans d'autres dossiers. Fait que c'est des projets qui sont en cours. Fait qu'on a plusieurs petites équipes, plusieurs personnes à temps partiel comme ça, mais avec un éventail de connaissances, d'expertise aussi qui font une belle complémentarité. Est-ce qu'on peut dire qu'à la suite des audiences du BAP ici à Thetford, Oui. fin des années 19, 20, là, Oui, ça s'est terminé en 2020. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que la mentalité par rapport à l'approche face à l'amiante, Oui. est-ce qu'on peut dire que il y a eu un petit virement, là, Ouais. même au niveau gouvernemental? Exact, oui. On dirait, des fois, une référence, je vais y aller symboliquement avec Harry Potter, qu'on n'avait pas le droit de dire le nom de Voldemort, on dirait, oui. à l'intérieur de ça. Mais l'amiante a souvent quand même eu une connotation tabou, un peu qu'il ne faut pas en parler, que c'est des dossiers qui sont souvent complexes. Puis oui, il faut le dire, c'est des dossiers qui sont complexes, qui ont des impacts réels à la santé, qui ont des enjeux légaux souvent qui sont liés là. Fait que toujours, je dirais, les gens ont une certaine méfiance de s'embarquer dans des dossiers, puis traiter, puis oser discuter de l'amiante. Oui, le BAP a ouvert cette discussion-là, mais je dirais surtout le point, je dirais, tournant en lien avec ça a été la création de la table de concertation en lien avec le plan d'action sur l'amiante, qui regroupe, je dirais, une multitude d'intervenants, tant au niveau des élus locaux, des organismes qui travaillent, je pense comme par exemple Grosbec, participe aussi aux travaux de la table de concertation. On a des instituts de recherche, comme avec l'IRSST aussi, qui sont là. Mais oui, les différents paliers de gouvernement aussi qui sont représentés, autant au niveau de la députation locale
que des représentants des différents ministères qui sont inclus. Puis cette table-là est pilotée par le ministère de l'Environnement, puis ça a vraiment apporté un lieu où est-ce qu'il peut avoir des discussions en toute transparence, en toute franchise, et que l'ensemble des intervenants, même au niveau des entreprises, peuvent venir présenter leurs enjeux, puis ce qu'ils vivent dans leur quotidien, pour au moins qu'on entende tous le même message. Puis ça permet après ça de mettre en œuvre certaines actions aussi. Ça fait que c'est un élément central pour le dossier de l'amiante, puis oser en discuter. Puis on voit qu'il y a une prise en charge, il y a des actions qui sont prises par l'ensemble des intervenants aussi qui sont là, également au niveau des ministères, que ça fait partie de leur plan d'action également. Fait que c'est, je dirais, il y a une belle ouverture, il y a des belles communications, même avec la santé publique. On est capable de s'asseoir, de discuter, puis vraiment voir qu'est-ce qui est possible de faire. Puis nous, en ce qui nous concerne, sont où les besoins de connaissances à combler vis-à-vis ces différents intervenants-là aussi. Parce que c'est le principal enjeu avec la santé publique dans l'approche pour les discussions qu'on avait eues avec eux autres. Ils ont un rôle important au niveau du Québec. Ils ont à se positionner, à savoir si ce qu'ils vont faire comme recommandation peut avoir ou non des impacts à la santé des populations. Pas une population, mais de voir aussi dans son ensemble. Puis, pour baser leur prise de décision, ils ont besoin d'avoir accès à de la connaissance, à des données, à de l'information. Et c'est ce qu'il y avait peu accès dans le passé. Puis c'est ça un peu qui est ressorti des différentes discussions. Fait que oui, différents ministères ont de l'information, mais c'est pas nécessairement de l'information qui est accessible à l'ensemble des autres ministères aussi. Oui. Donc, la santé publique, dans leur contexte, qui ont une responsabilité d'émettre des recommandations, se retrouvaient souvent dans la situation qui avaient accès à peu d'informations en lien avec des projets de valorisation. Puis c'est là le rôle de l'Observatoire, qu'on dit de consolider les données, les connaissances. Il est là notre rôle, d'aller chercher cette information-là, la rendre publique pour que pour des intervenants comme ça, pour la santé, qui ont à se commettre sur des risques d'exposition puis d'évaluer certains impacts, mais qui puissent se baser sur de la connaissance pour laquelle ils ont accès, ce qu'ils n'ont pas ou en moindre mesure aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a des communications privilégiées avec ces différents acteurs-là pour vraiment venir cibler sont où les besoins d'apporter cette nouvelle connaissance-là. Je me mets à rêver, là. Est-ce que j'ai le droit de rêver, de penser qu'un jour, grâce aux travaux puis aux connaissances que vous accumulez, on ne se retrouvera pas avec des aberrations comme on a eu au cours des dernières années, où une entreprise ou je vais la nommer, là, la coopérative funéraire qui veut agrandir son territoire et qu'ils veulent juste agrandir le stationnement et que là, je ne sais pas quel ministère ou quelle gang d'imbéciles, parce que je les appelle demain, ils sont obligés, je ne sais pas, à creuser combien de pieds pour enlever. C'est 1 mètre. Alors qu'on voulait mettre de l'asphalte. Quand on met un revêtement bitumineux à quelque part, là, les matières, ils ne sortent pas à travers l'asphalte. Exact. Tu sais, je veux dire, c'est des aberrations qui ont eu pour effet de mettre en péril le projet d'agrandissement. C'est comme ça tout partout, là. Oui. Ben, puis Est-ce qu'on peut rêver qu'à un moment donné, ça va disparaître? Ben, moi, je rêve. Oui, rêvons. Je pense qu'on peut se le permettre. Puis ça fait partie de nos mandats. Pour moi, ça, ce que vous exposez comme problématique, c'est une pratique. Fait que dans les pratiques, on parle des cadres réglementaires ou des moyens qui sont demandés pour traiter un problème. On parle de pratiques. Puis dans nos mandats, on est vraiment dans la recension de pratiques, mais aussi avec une optique d'évaluer les différentes pratiques qui sont déjà mises en place, oui, au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. On n'est pas le seul endroit au niveau mondial qui ont des pratiques de gestion de sol contenant de l'amiante, des matériaux contenant de l'amiante. C'est des législations, c'est des cadres qui sont implantés, je dirais, à l'échelle mondiale quand même. Ce qu'on fait, c'est vraiment, puis là, c'est là-dedans qu'on rentre, je dirais, à court, moyen terme, beaucoup avec les différents ministères. C'est plus dans une approche d'accompagnement pour évaluer puis recenser ces différentes pratiques-là dans le but de faire ressortir les incohérences ou certaines choses sur lesquelles on doit se positionner. Fait que moi, je peux pas, en tant qu'observatoire, venir dire, ben ça devrait être telle chose qui est faite. Par contre, on a un rôle de venir exposer puis démontrer qu'il doit y avoir une prise en charge par les acteurs concernés pour traiter puis aborder cette problématique-là. Fait que quand on parle comme ça de gestion de risque en lien avec les sols, bien, c'est de faire ressortir, de dire que ça l'apporte, la façon puis la pratique qui est mise en place actuellement, apporte des lots de contraintes, tant pour les municipalités, les propriétaires,
Ça a son lot d'enjeux qui a peut-être été mal évalué initialement, je ne le sais pas, mais il faut oser le mettre sur la table, puis oser l'apporter, tenter d'essayer de trouver des solutions, autant avec les entreprises, les intervenants locaux que les ministères qui sont concernés, la santé publique, tout le monde, pour venir dire qu'est-ce qui devrait être mis en place pour régler ça. Mais il faut le mettre sur la table, il faut en discuter pour commencer à trouver des solutions, ce qui n'était pas nécessairement fait dans le passé, qui était plus laissé à l'ordre d'une compétence ministérielle, en fait, pour traiter un problème. Puis les gens, ils ont pris ces décisions-là, non pas pour apporter des contraintes, ils le faisaient avec les connaissances sur lesquelles ils avaient accès pour gérer le risque qu'ils avaient à faire au mieux de leur côté, là. Et comme tu viens de le dire, je veux dire, il s'agit d'en parler avec le maire Marc-Alexandre Brousseau. Oh oui. Quand il vient pour faire des rénovations pour les rues, c'est le bordel, là. Exact. Puis ça coûte un bras et demi, là. Oh oui, un 30 quelques % de plus d'augmentation, mais... C'est effrayant, là, tu sais, je veux dire, ça à un moment donné, il y a des précautions à prendre, tout le monde est d'accord avec ça, personne n'est contre la vertu, là. Exact. Mais je veux dire, à un moment donné... je veux dire, le préfet, mon ami Vachon, là, tu sais, Paul, au BAP, quand il racontait que les gars qui travaillaient dans un trou avec tous des scaphandres, puis ça plein de monde de Thetford à l'entour du trou, puis ils regardaient tout ça, puis ils sont pas morts. Exact. Non, mais c'est encore là, on revient sur la notion de pratique, parce qu'au Québec, là où on a un cadre, puis ça, c'est important de le comprendre aussi, le seul cadre réglementaire qui existe en date d'aujourd'hui en lien avec l'amiante concerne le milieu de travail. Fait que tout ce qui est santé et sécurité au travail, on retrouve un cadre. Il y a l'application même au niveau de la CNESST avec la notion de tolérance zéro par rapport à ça, mais on est toujours dans la notion de travailleur. D'un point de vue populationnel, au Québec, il y a quand même, en date d'aujourd'hui, aucune norme en termes de qualité de l'air, d'exposition ou de valeur en lien avec ça. Fait qu'il n'y a aucun cadre réglementaire non plus qui accompagne cette exposition-là. Fait que c'est pour ça que le focus, dans les dernières années, a toujours été mis uniquement sur le contexte des travailleurs, qui vient, oui, du milieu de l'exploitation de l'amiante, mais principalement de tout le milieu santé au travail d'un point de vue de construction en lien avec des matériaux aussi contenant de l'amiante. Fait que c'est pour ça qu'on revient à la notion de pratique. C'est ces éléments-là qui sont à mettre sur la table pour trouver justement les meilleures solutions pour la suite, là. J'ai lu sur le site web de l'Observatoire que vos valeurs sont indépendance et intégrité. On en a parlé tout à l'heure. Transparence, tu en as parlé. Collaboration intersectorielle et diversité. Et là, ça m'amène à poser la question, ou en tout cas, j'aimerais ça que tu me parles du TARMAC. Hein? T-A-A-R-M-A-Q. Je pense que c'est transition appuyée et acceptable pour les résidus miniers amiantés au Québec. Exact. C'est quoi au juste? Parce que je sais qu'il y a un colloque qui s'en vient là, au printemps 2025. Oui, exact. C'est TARMAC, en fait, oui, c'est l'acronyme, je dirais, qu'on a trouvé, mais en fait, c'est un de nos membres. On a un comité scientifique aviseur qui nous l'a nommé. Fait que je ne veux pas m'approprier le succès. Là. Fait que c'est Sébastien qui l'avait trouvé à l'époque, l'acronyme, mais c'est principalement c'est notre moteur pour mobiliser la communauté de chercheurs. Fait que si on voulait avoir quand même une accroche avec une thématique au niveau de TARMAC, c'est vraiment, je dirais, l'acronyme qui a été trouvé pour, dans le fond, les concours en lien avec les projets de recherche. Fait que TARMAC, c'est un peu des appels à projets de recherche. On pourrait un peu le résumer comme ça, qui sont travaillés en collaboration avec les fonds de recherche Québec. Fait qui est l'organisme mandataire au Québec pour financer la recherche. Fait qu'on travaille avec eux. Il y a des concours qui sont ouverts. Il y en a un premier concours qui a été ouvert l'année dernière. On en est à notre deuxième mouture du concours TARMAC. Fait que c'est vraiment pour des projets pour subventionner, ultimement, des équipes de chercheurs. Tant au niveau des équipes de chercheurs universitaires, collégiales. Fait qu'on mise beaucoup quand on parle de diversité, complémentarité, collaboration. On mise beaucoup sur leur interordre comme ça pour avoir vraiment des chercheurs de niveau universitaire, collégial qui travaillent ensemble. Parce que la recherche universitaire a sa couleur, mais la recherche au niveau collégial a sa couleur aussi. C'est une recherche qui est beaucoup plus ancrée sur le milieu, bien vraiment dans l'application un peu de la recherche, qui est un côté intéressant, puis c'est pour ça qu'on veut les faire travailler. Fait que TARMAC, c'est vraiment notre moteur comme ça de financement de la recherche. Fait qu'il y a eu 3 projets qui ont été financés dans le premier appel à projet.
mais c'est des projets qui sont financés sur des périodes de 3 ans. Fait qu'il faut vraiment voir, c'est de la recherche académique, c'est de plus longue haleine, c'est vraiment de la création de nouvelles connaissances. Fait que c'est des choses sur lesquelles on va avoir des résultats à plus long terme. Fait que c'est quelque chose qu'on voulait mettre l'emphase rapidement en début de mandat de l'Observatoire. Comme ça prend des 3-4 ans avant d'avoir des résultats, bien, c'est quelque chose qu'on voulait initier. Puis après ça, bien là, on donne après ça une certaine, je dirais un certain momentum annuel après ça pour avoir des appels pour maintenir, mobiliser la communauté de recherche. Pour mettre en valeur après ça ces connaissances-là, c'est là qu'on parlait du colloque Tarmac, Oui. qui a eu lieu en mars dernier. Puis là, on travaille à la nouvelle édition du prochain colloque qui va être au mois de mai prochain, mais qui va se dérouler dans la municipalité de Val-des-Sources cette année en Estrie. Asbestos, pour ne pas la nommer. Exactement, anciennement asbestos, parce que l'ensemble de nos travaux concernent l'ensemble des régions lignifères. Fait que c'est autant avec Val-des-Sources qu'avec la région de Thetford et périphérie. Fait que c'est là qu'on travaille dans l'idée du colloque, c'est vraiment pour mettre en valeur, partager cette nouvelle connaissance-là, d'aborder des sujets, mais vraiment dans un angle scientifique. Fait que on s'adresse vraiment plus à une communauté de chercheurs. On vient faire venir des conférenciers qui ont initié des projets qui sont directement liés soit à l'amiante, à la valorisation des résidus miniers ou à la gestion de risque, par exemple. C'est beaucoup ça qu'on réfléchit pour la prochaine édition, pour venir mobiliser la communauté de chercheurs pour qu'après ça, ils s'intéressent au sujet et qu'ils s'intéressent à nos régions, aux enjeux qui peuvent être vécus dans nos régions, pour qu'ils puissent après ça initier des projets de recherche. Puis derrière tout ça, l'objectif d'initier des projets de recherche comme ça en lien avec la valorisation, en lien avec l'amiante, en lien avec nos régions, c'est un peu de redévelopper l'expertise au Québec aussi en lien avec l'amiante. Parce que suite au bannissement, à la fermeture aussi en 2012 avec les 2 derniers sites, avec la Lake puis la mine Jeffrey, bien, en arrêtant la production, bien, c'est sûr que toute la mobilisation aussi de l'innovation puis ce qui se fait dans ce milieu-là a aussi commencé à régresser. Fait que l'expertise qu'on retrouve au Québec, puis le nombre, un peu une masse critique de chercheurs qui s'intéressent à ces enjeux-là, a diminué quand même au fil du temps. Fait que l'intérêt de mobiliser cette communauté de recherche-là, de les intéresser, c'est de redévelopper un peu cette expertise-là qu'on peut avoir au Québec, parce que c'est quand même, on a un passé qui est lié à ça. Fait qu'on peut avoir une expertise, puis on peut agir après ça à titre un peu d'ambassadeur aussi sur comment aborder ces problématiques-là, qui peuvent être transférables après ça à d'autres situations, oui, au Québec, au Canada, mais aussi ailleurs dans le monde. Et d'autant plus que la série d'émissions qu'on termine aujourd'hui, on a parlé des projets de revalorisation miniers. Hein? Je prends KSM là, qui va débuter ses opérations au printemps 2025. ECO2 Magnesia qui attend d'avoir son énergie, son alimentation électrique. Exact. Mais puis on a déjà Olimag qui fonctionne depuis 1986. Donc là, avec l'Observatoire national de l'amiante, pour eux autres, c'est un appui additionnel pour aller chercher une expertise qui lui permet d'arriver, parce qu'ils me parlent tous de dire qu'ils sont ECO2 Magnesia, tu sais, premier oxyde de magnésium vert, 100% écologique. On ne peut pas être contre la vertu, là. Exact. On a longtemps été dans une mentalité qu'il ne fallait pas, vous l'aviez dit, de parler d'amiante à une certaine époque était un frein réel, mais un frein réel aussi pour des investisseurs, pour d'autres partenaires. Fait qu'on voulait se tenir un peu loin de tout ça. Puis, faut oser en parler. Faut aborder la situation. On est en 2024. On est capable d'avoir des innovations puis de développer aussi des choses qui vont limiter les impacts. Parce que le point que tout le monde s'entend, autant qu'on parle des entreprises ou des différents ministères, c'est que oui, il peut y avoir des possibilités de valorisation qui peuvent avoir un intérêt économique, c'est beau, mais jamais qu'il faut que ça se fasse au détriment de la santé puis de la sécurité des populations non plus. Puis c'est là qu'on veut documenter puis s'assurer aussi qu'on n'est pas en train de recréer des situations qui peuvent mettre à risque des populations. Puis ça, tout le monde est à l'aise, tout le monde est d'accord de travailler dans ce contexte-là, mais il faut se donner les moyens de le suivre puis d'être en mesure de le documenter aussi au fil du temps. Parce qu'on le sait que c'est un peu là aussi, les différentes réticences quand on aborde l'aspect de santé. Parce qu'on sait qu'au niveau de l'amiante, mais ce n'est pas des expositions qui sont mesurables au niveau des impacts sur une courte échéance. C'est des maladies qui sont liées,
qui vont être justement sur des périodes de 20, 30, 40 ans. Fait que c'est pour ça qu'on veut vraiment s'assurer d'avoir le meilleur environnement pour mettre en œuvre ces différents projets-là, mais surtout de s'assurer que les impacts sont limités aussi au niveau des populations. Bien, merci beaucoup, Louis. Bien, ça fait plaisir. J'avais le plaisir de recevoir le directeur général de l'Observatoire national de l'amiante, Louis Laferrière. Il me reste à peu près 1 minute pour vous dire jusqu'à quel point que j'ai aimé retourner à mes anciennes amours après 3 ans de retraite. Je voudrais remercier la directrice du pôle économique vert Chaudière-Appalaches, Chantal Gauvin, qui a initié ce projet-là de présentation d'une série d'émissions en collaboration avec Paul Vachon, qui était jusqu'à tout récemment le préfet de la MRC. Je voudrais remercier également 2 personnes qui ont été d'une grande collaboration pour ces émissions-là. La directrice générale de la télévision communautaire, Geneviève Cyr, et le réalisateur, il faut que je regarde comme il faut, Gabriel Gilbert. Alors, merci beaucoup, puis à une prochaine fois.